Salut PB, bienvenue dans ce deuxième épisode. Bienvenue à vous aussi. On va cette fois-ci parler du coup de ta progression, de ta première partie de challenge. Bah déjà, explique-nous un peu comment a démarré ton challenge. Ouais, bah écoute, ça démarre bien. Pour l'instant, je grind du coup en 5 euros. Je me sens relativement à l'aise aux tables. Je suis à peu près dans mes objectifs, en tout cas en termes de timing. Donc ça commence plutôt bien. Quand tu dis en termes de timing, tu parles d'un nombre de tables que tu voulais jouer, c'est ça? Bah en termes de volume, j'entends, ouais, tout à fait. Je suis à peu près en ligne sur le volume que je me suis fixé de faire, ouais. Ok, cool. Bah on peut peut-être parler de ce volume-là. Du coup, tu t'en es où? T'es à peu près à combien de games aujourd'hui? Là aujourd'hui, donc on est le 14 du mois, là je suis à 1000 games, léger retard, mais j'ai commencé le mois avec en faisant du 3 tabling et là je suis à l'aise depuis quelques jours sur du 4, vraiment en vitesse de croisière on va dire. Donc ça va le faire pour l'objectif des 3000 d'ici la fin du mois. Parce qu'on va quand même le rappeler, PB a un travail. PB Ouais. a une vie autre du poker. Donc aujourd'hui, ton objectif, c'est plutôt de faire environ 100 games par jour. C'est ça après que tu m'avais dit? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, il s'est fixé globalement 3000 games par mois. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est en retard sur ses objectifs. Tu viens de passer en 4 tabling, c'est ça? Là, ça y est, tu te sens à l'aise. Tu vas pouvoir passer tranquillement en 4 tabling. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, je sais que j'ai 1 heure et quart, 1 heure et demie de grind par jour à faire si je veux être en ligne dans mes objectifs. Trop bien. Et du coup, là, on parle du côté game, enfin du côté jeu, pardon. J'arrive plus à parler. Ouais. Du côté jeu. Au niveau de ton travail hors table, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu regardes des vidéos, tu assistes au coaching. Tu peux à peu près définir le temps que tu dédies à ça? Ouais, bah peut-être j'en ai dit justement peut-être un peu trop. On a pas mal de coaching avec SE. Je dirais il y en a au moins un le mardi et un le mercredi que j'essaye de suivre parce qu'ils sont vraiment ciblés sur mon niveau et sur les rooms que je joue. Donc ça c'est la prio. Et en plus de ça, on a un système de train and go et de coaching privé. Et en plus de ça, on a des vidéos un peu à la demande, enfin en replay si on en a raté. Donc je dirais que je consacre au moins 3 à 4 heures par semaine à l'étude du jeu hors table. Ce qui est peut-être un peu trop et il faut que je consacre un peu plus de temps sur le grind pour la fin du mois. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, quand on a que 1 heure et demie par jour à dédier au poker, si on y passe 5 à 6 heures par semaine à la review de vidéo, ça fait beaucoup. Mais au Ouais, moins, c'est c'est cool. C'est vrai que ouais, l'avantage que tu as effectivement chez Spinelli, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de contenu et du coup, bah, je comprends ouais, que tu passes beaucoup de temps là-dessus, quoi. ouais, c'est clair. Et du coup, bon, on va pas parler pour l'instant de où tu en es en financier, évidemment, on garde ça pour la fin. Mais pour l'instant, tu as l'impression que ça se passe plutôt bien, c'est assez fluide. Comment ça se passe? Tu as eu des grosses difficultés pour le moment? Non, pas de grosses difficultés. Le fil dans 5 euros, je le joue maintenant depuis quelques mois. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu de 10 aussi avant de démarrer le challenge. Donc c'est un fil que je connais bien. Je me sens bien sur les tables. Je suis à l'aise avec mes bluffs, je suis à l'aise plutôt avec mes values. Pas si une difficulté peut-être plutôt quand je suis en défense, donc quand j'ai pas la position, quand il faut défendre la bébé, je sais que c'est important de le faire, mais j'ai un peu plus de mal peut-être sur ce point-là. Ok. Donc ça, c'est plutôt un spot que tu vas bosser prochainement, je suppose. Ouais, tout à fait. Ok, cool. Tout à fait. Là, j'étais plutôt focus sur justement focus quand je suis en position et en HU surtout, parce que je sais que c'est là qu'est la value, hein, quand même la plupart du temps. Et là, pour aller encore chercher un peu plus de V, de bosser les spots de défense, ouais. Ok, trop bien. Et du coup, je suppose que vu que tu joues qu'1 heure et demie par jour, tu te fais qu'une session ou tu répartis ça en plusieurs petites sessions ou t'as... Ouais, bah en termes d'organisation de grind, un truc intéressant que je peux dire, c'est que sur le début du mois, c'était pas. En fait, ce que je voulais faire dans l'idéal, c'était effectivement faire 1 heure et quart, 1 heure et demie par jour tous les jours. Après, là, début mai, il y a eu des ponts justement, donc il y a en fait des jours où j'ai pas joué du tout. Pendant 2, 3 jours, ça arrivait même 3 jours d'affilée où j'ai pas du tout joué. Et du coup, tu te retrouves vite forcé à faire 300 400 games sur une journée, un week-end. Et c'est moins confortable, donc je vais aussi veiller à être plus régulier, faire des sessions plus courtes, mais plus régulièrement chaque jour. Ouais. Ok, trop bien. Aujourd'hui, on va dire que tu n'as plus à bosser tes ranges, ça c'est un travail que tu as mis de côté, je suppose. Maintenant, ton travail hors table, il est focus sur des spots précis ou tu as encore un travail assez global où tu essaies de bosser un peu tout en même temps? Non, alors c'est vrai que les règles, enfin les ranges vs fiches, je les ai maintenant complètement en tête. Il faut que je travaille encore mes ranges contre règles que là je maîtrise quand même beaucoup moins pour le coup. Par contre, ouais, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir quand même 2, 3 sujets en parallèle sur le plan technique. Et là, encore une fois, le focus, ce sera plutôt le spot BB vs open de bouton ou en BVB quand je me fais open. Donc vraiment la défense. Ouais.
Ok, trop bien. Bon, bah écoute, c'est un spot qu'on va bosser prochainement ensemble. Comme ça, au moins, tu seras à l'aise et tu monteras assez vite. Du coup, pour ce qui est ta montée de limite, tu as un montant à partir duquel tu comptes passer sur les 10 euros ou tu verras un peu au feeling de comment vont se passer les choses? Bah écoute, là en fait, comme je me sens bien en table et on le verra tout à l'heure, je pense, mon pourcentage d'ITM est plutôt correct sur les 1000 premières games. L'objectif, ça serait d'être assez agressif et donc je pense de commencer à monter en 10 à partir des 750 euros de bon cru. Ok, trop bien. Donc, grosse gestion agressive et on attaque et on essaie de gagner ça au plus vite pour atteindre les 10 000 euros le plus rapidement possible. Ouais, je pense que étant donné le niveau de jeu aux tables et ma compréhension du jeu aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre de faire ça, ouais. Ok, trop cool. Trop cool. Bah écoute, PB, on va attaquer ton gameplay et puis c'est parti. Donc, on se retrouve sur un de tes x25 que tu as joué en 5 euros il y a pas longtemps. Premier x25 du challenge. Donc, on était un peu obligé de le commenter pour tout le monde. C'est quand même une chose qui arrive assez rarement et qu'on est très content d'avoir. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décortiquer le maximum de mains, que ce soit les tiennes ou celles de tes adversaires, pour essayer de prendre des notes et d'en tirer quelque chose et d'essayer d'être le plus efficace possible. Puisqu'encore une fois, c'est ce genre de jackpot qui peut vous aider à augmenter votre rôle considérablement. Le gagnant partira avec 20 buy-in et les deux autres joueurs se partageront 3 et 2 buy-in du coup. Donc dans cette situation, l'objectif c'est d'aller chercher la gagne. La deuxième et la troisième place ne rapporteront du coup pas grand chose. Donc on va potentiellement essayer de prendre plus de risques pour gagner et c'est du coup une situation qui va se répéter sur des jackpots x25, x100 et x1000 sur Unibet. C'est les 3 gros jackpots. Et donc voilà, on va essayer de décortiquer chaque main et on va essayer de maximiser notre V sur chaque street. Donc ici, on se commence au bouton. Bon, la première main n'a pas été record, mais c'est pas très grave. Vous voyez qu'on a 14 blindes au bouton. Ce qui va se passer sur des jackpots, c'est qu'on va essayer d'augmenter notre VPIP légèrement. Pourquoi? Je sais pas si tu as une idée déjà. On aura potentiellement plus de fold equity. Ouais, exactement. En gros, en théorie, on va open environ 30% des mains. Enfin, en tout cas, on va jouer 30% des mains. Dans cette situation, je pense qu'on va monter à 35-40. Donc, en gros, on va rajouter quelques bottoms dans pas mal de spots. Et on va aussi essayer d'éviter le maximum de jouer des flips. Pourquoi? Parce qu'on est meilleur post-flop que nos adversaires. Donc, chaque situation, on a intérêt à aller jouer le plus pas passivement, pardon, mais le moins variancé possible. Et donc, on va essayer de jouer beaucoup plus post-flop. Et des mains qui auraient été des pure jam au bouton vont passer potentiellement en pure min raise. Donc bon, 17 reste un pure fold, là-dessus, pas de problème. On voit que ton adversaire, du coup, a limpé en SB, il s'est fait relancer 2 bébés. Donc, je crois que tu as le même raisonnement que moi à ce moment-là. Tu supposes que c'est quand même 2 adversaires plutôt récréatifs. Le limp est quand même plutôt porté vers des joueurs récréatifs et l'ISO de bébé, c'est plutôt une note, encore une fois, récréative. Donc ça, c'est la première info qu'on a déjà en ayant joué très peu de mains. Donc c'est une information déjà plutôt cool. On sait qu'on n'a pas affaire à des joueurs réguliers et du coup, on va potentiellement maximiser notre V post-flop. Donc ici, l'adversaire paye, il se retrouve sur un board roi 17. Voilà, ça c'est bet, ça call. Check, check, turn. Et la river check. Et est-ce qu'on va avoir un showdown, ce qui serait le plus important pour nous? Ok, donc à noter ici, ton adversaire a limp call pré-flop. Ils ont ensuite bet le flop. Et river, l'adversaire qui a isolé, a repris le lead, mais il n'a pas fait très cher. Est-ce que tu peux en tirer des conclusions toi déjà? Et puis après, je commenterai. Overall, je trouve que bet check bet, c'est une line assez weak. Le fait qu'il est ISO pré-flop, ça veut dire qu'il a une range un peu plus strong. Donc on a un board qui l'avantage plutôt pas mal. Je sais pas trop où tu veux m'emmener en réalité. Ok, moi je vais aller assez vite. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est que tu as 2 cartes qui ont plutôt touché le board. Ouais. Donc déjà, on peut éliminer quelques paires de ses mains, puisque globalement, tu bloques un 10 et un 7. Donc toi, tu as 2 paires au flop, Ouais. ce qui quand même limite le nombre de 10 chez ton adversaire. Par contre, tu bloques pas droit. Mais ce qu'on a vu, du coup, tu l'as bien dit, roi flop a ISO pré-flop, mais il a bet flop, pas bet turn et bet river. Donc ici, on exclut ses rois. Un roi aurait 3 barrels ici, il n'y a pas de raison. Oui. Toi, tu as un 10 et un 7, donc une line qui aurait fait du sens, c'est d'avoir un 10 dans ce spot. Sauf que toi, t'en as un. Donc ce qu'on peut supposer ici, c'est que roi flop a plutôt une dame, qu'il a touché river. Donc il y a un truc comme dame 9, dame valet peut-être, qu'il aurait bet flop et juste voilà. Donc ce qu'on peut en tirer comme conclusion rapidement, c'est que voilà, il a pris un petit bet au flop en bluff, et river il a touché, et là il a augmenté son sizing. Donc ce qu'on va retenir comme note pour lui, c'est que river, quand il va augmenter son sizing, c'est-à-dire faire un sizing différent de 1, et là on va considérer qu'il a plutôt de la value. Ok. Naruto pour l'instant n'a pas tellement d'informations, il a juste limp et call un ISO, donc on n'a pas tellement d'informations dessus. Mais voilà, roi flop, on peut se dire que le changement de sizing sera plutôt value chez lui. Donc deuxième main, un wall pour toi, parfait. Ok, open bouton de roi flop, pas trop d'informations, de toute façon ici ta main ne peut pas se défendre. Ok, main hyper intéressante ici. On est donc 9 deep. On sait que roi flop
est un joueur qu'on peut considérer comme agressif. Il s'est montré agressif, il a puni un limp. Alors potentiellement, il avait 2 as, hein, mais ce qu'il nous a montré, c'est pas vraiment 2 as. Donc on sait qu'il est capable de prendre des mains moyennes en ISO. Naruto, pour l'instant, encore une fois, il a été très passif, il a limp call. Bon, il n'a pas montré beaucoup d'agressivité. Ici, en réalité, il y a 2 options. L'option standard serait de faire tapis. L'option numéro 2 sera plutôt de min raise. Pourquoi min raise? Simplement parce que à ces profondeurs-là, si on considère que Roi Flo est capable d'être agressif, on est déjà très content parce qu'il fera tapis avec quasiment tous ses As-X. Il fera tapis avec beaucoup de rois et on sait qu'il est capable d'être agressif. Une 3e option, mais qui me paraît vraiment bancale, ça aurait été le limp. Il aurait fallu que Roi Flo m'ait montré vraiment beaucoup de coups très très agressifs. Et là, je pense que sur 1x25, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire. Mais voilà, ici, je pense que l'option la meilleure sera le min raise. Ce que tu as fait. Naruto a fold et Roi Flo a call. Donc, bon, situation ok, pour l'instant, pas de problème. On peut par contre exclure tous les As-X de sa range, beaucoup de rois. On sait qu'il a plutôt potentiellement que des mains suitées ou ces choses-là. Ok, donc là, je vais te laisser commenter un peu parce que c'est quand même ton gameplay. Qu'est-ce que tu as envie de faire à froid? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Tu veux que je te dise en fait ce que j'aurais fait Dis-moi tout ton raisonnement qui te vient maintenant et puis on corrigera ça. En gros, le but là vraiment, c'est que toi, tu te remettes dans la main et que tu essayes de faire le play le plus parfait là à froid. Son Donk Bet me montre qu'il a un intérêt pour la main. Maintenant, je sais que je suis devant lui. J'ai pas forcément peur d'aucune turn. Je pense que Just Call, ça serait pas forcément le mieux, dans le sens où il me donk et donc il montre un intérêt pour sa main. Donc là, j'ai envie de raise petit à froid. Ok. Je pense que tu as donné les 2 arguments et du coup, tu as donné le raisonnement. Enfin, tu as donné 2 arguments contraires et tu as fait une action qui me. Tu as fait à froid en tout cas. Ici, je suis d'accord avec toi qui montre de l'intérêt pour la main. Il a donc. Maintenant, quoi qu'il est, comme tu l'as dit, on craint rien. On a 2 as avec l'as de cœur. Donc, si ça tombe un cœur, tu sais que tu as les nuts. Là-dessus, il n'y a pas d'autre cas. Si il a un 7 ou un 4, tu es très content de le garder dans le coup parce que si tu raises, tu vas quand même le faire fold assez souvent. Et en gros, le seul cas où tu es ravi, c'est quand il a une dame avec un cœur, où là, tu sais qu'il va payer quoi qu'il se passe. Mais la dame avec un cœur, en réalité, tu vas tout lui prendre dans tous les cas, quel que soit le scénario. Enfin, quel que soit le scénario, sauf s'il fait 2 paires. Mais en tout cas, tes 2 as sont suffisamment forts pour ne pas craindre une dame avec un cœur. Donc, cette main-là, tu sais que tu lui prendras tout dans tous les cas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de prendre le maximum à toutes les autres mains qui n'ont pas grand-chose. Toutes les autres mains qui n'ont pas grand-chose, elles peuvent fold sur un raise. Ici, si tu fais un petit raise, le 4 va fold. Le 7 peut call, mais le 7 a quand même quelques chances de fold déjà. Donc, ton plan ici, c'est vraiment de le laisser faire le maximum de bêtises. Le SPR sera jamais énorme puisque là, vous jouez très peu deep. Donc, il faut vraiment le laisser faire le maximum de bêtises. Donc, ici, c'est un pur call avec l'as de cœur. Et tu aurais pu envisager un raise, par contre, sans l'as de cœur. Donc là, call, parfait. Donc, tu vois, à froid, t'as moins bien réagi qu'à chaud, mais parfaitement. Donc là, 10 de cœur. Donc là, 10 de cœur, tu touches les nuts. Là, ton adversaire refait 1. Ici, toujours la même raison, on veut pas le faire fold. S'il a un cœur, on lui prendra tout dans tous les cas. Par contre, il faut le laisser faire des bêtises avec toutes les autres mains. Ici, si ça se trouve, il est encore en train de te value une dame sans cœur. Et voilà. Donc globalement, ici, le board ne changera rien. Il peut rien se passer de mal, entre guillemets, pour ta main. Même si en réalité, un 4 ou un 7 tombe river, il y a quand même peu de chances qu'il ait des foules. Donc ici, on est très content de payer pour surtout pas le faire fuir. Et si tu regardes de toute façon le SPR ici, on arrive river, il y a 8.5, toi il te reste 5 blindes, donc en fait c'est pas très grave, tu vois, ici on est très content. La dame encore une fois est pas forcément une mauvaise carte. S'il a une dame ça peut être cool parce que il peut se chauffer à call brelan, bon même s'il y a peu de chance, mais je vois pas de full ici dans cette range où il fait donc 1-1, il y a quand même très peu de chance. Donc ici je pense que t'as un tapis très clair, et t'espères que par contre il call n'importe quel cœur et voilà quoi. Donc ouais, t'as très bien joué la main et regarde, incroyable, tu lui as fait faire n'importe quoi. Si tu avais raise au flop, tu l'aurais perdu. Donc ici, en laissant toucher la turn et un cœur, il a réussi à s'accrocher à sa main jusqu'au bout et à pas de croix. Donc c'est le scénario le plus optimiste, où en le laissant faire toute l'action, tu lui laisses faire une bêtise. Par contre, note à prendre, du coup, cet adversaire-là, une fois qu'il a donc, il y a peu de chances de le faire fold, une fois qu'il a touché. Donc c'est quand même un adversaire où on sait qu'en value, ce sera assez cool. Et en bluff, on fera plus attention. Donc trop bien, ici tu montes à 18 blindes, Roi Flo en a 4 et Naruto en a 7. Ici 7 et 4, je pense qu'on va pas la commenter très longtemps, c'est un fold, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, t'as pas encore une fois envie de jouer des coups à tapis, c'est pas l'idéal pour toi, même si on va arriver short et il y aura plus le choix. Ici As 4, pas de problème. Naruto en plus c'est passif, donc on aurait même pu faire tapis avec beaucoup de mains, bien moins fortes que As 4.
Je pense qu'ici, en réalité, quasiment any tour est un tapis. À ces profondeurs-là, vu on a vu que Naruto était plutôt passif. Ouais. Donc ici, ouais, j'aurais espéré que, sur n'importe quelle main, en tout cas, tu fasses tapis. Bon, à la S4, il n'y a pas de débat, mais voilà. Ouais, c'était le plan. Ouais, super. Bon, 10 et 6, rien à faire, encore une fois. Le problème, c'est Roi Flo. Roi Flo est trop short. Tu peux pas min-raise short. Ok, bon, ils vont jouer à tapis. Et tu vas te retrouver en heads-up contre Naruto, qui est sincèrement le meilleur adversaire des deux en heads-up pour l'instant. Un adversaire passif, on est ravi sur un x25. C'est clair. Bon, ici, ça devrait se jouer tout seul. Ok, ton adversaire fait tapis roi 5. Ici, rien à dire de toute façon. Et ça va pas passer pour toi. Et ton adversaire va gagner. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'il est intéressant de faire, et bah, tu l'as très bien fait in-game, c'est de prendre le maximum de notes sur tes adversaires. Vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de mains en réalité. Il y a eu une dizaine de mains. Et pourtant, on a réussi à commenter ça pendant assez longtemps. Pourquoi? Bah, parce qu'il se passe beaucoup de choses et il faut absolument que sur chaque main, vous soyez hyper précis pour prendre le maximum de notes et faire le maximum d'erreurs à vos adversaires. Si on regarde ton 2 As, alors je pense que beaucoup de gens l'auraient joué comme toi, mais peut-être les gens n'auraient pas compris pourquoi ils l'avaient joué comme ça. Ce qu'il est vraiment important de se dire, c'est qu'on doit cibler les adversaires le plus rapidement possible et définir leur profil pour maximiser notre V. Si ça se trouve, contre certains adversaires, il aurait mieux valu raise dès le flop pour justement maximiser ton EV. Ici, l'idéal était de faire comme tu l'as fait, de le laisser faire une bêtise et de le laisser s'empaler tout seul avec sa main, sachant qu'il est capable du coup d'avoir énormément de mains dans cette situation et du coup on le laisse faire des bêtises. Donc voilà, bah écoute, premier x25 très bien joué. Malheureusement, la chance n'était pas avec toi, mais en tout cas, très belle partie. Après ta super deuxième place sur ton x25 qu'on vient de voir, on va quand même regarder d'autres mains que tu as joué du coup ces derniers temps. L'objectif étant toujours de t'améliorer et voilà, c'est toujours important de regarder beaucoup de mains. Ici, du coup, tu nous as joué un pot sur un x5 en banzai toujours contre un bouton qui a limp. Ici, tu aurais pu isoler en réalité, en fonction de ton adversaire. Des fois, faire tapis avec Dame 6 est très efficace. Ça me dérange pas, encore une fois, de le jouer post-flop si on sait où on va. Donc, tu check. Flop valet 8-3 avec le flush draw que tu as avec la dame. Ici, aucun intérêt de reprendre le lead. Par contre, on peut trouver potentiellement des choses à faire si ton adversaire mise. Ok, ici ton adversaire mise, je pense qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Est-ce que tu en vois au moins un qui te tenterait ici? Bah, je pense peut-être que tu penses à l'option agressive, donc qui serait de raise 2.5 et d'aviser en fonction de la turn. Ouais, je penserais assez régulièrement moi, aux options agressives parce que c'est souvent ce qui marche le mieux. Puisque, en gros, tu vas jouer à des limites où tes adversaires n'auront pas beaucoup de bluff et ils vont bluffer pas cher, en réalité, la plupart du temps. Par contre, si tu prends toi la situation agressive, bah, c'est toi qui décideras un peu de quand est-ce que tu seras en value et quand est-ce que tu seras en bluff, en fonction de tes sizing, ce qu'ils auront du mal à déterminer. Ici, on sait qu'on joue un joueur récréatif. Il a limpé au bouton, il y a quasiment aucune chance que ce soit un joueur régulier. Donc, j'aime bien prendre toutes ces mains-là qui ont des backdoors qui les intéressent. Je m'explique. Ici, la dame de carreau fait que tous les carreaux turn seront des bonnes cartes pour mettre beaucoup de pression sur un 8, sur un 3. Tu vas jouer également les dames. En réalité, ici, il peut avoir 10 et 9, mais malgré tout, s'il call, ce que je vois le plus chez lui, ça va être des valets et quelques 8. Donc, la dame pourra être une carte très intéressante pour toi. Tout ce qui connectera autour des quintes seront des bonnes cartes. Le 10 sera une bonne carte. Le 7 sera une bonne carte. En plus, avec ton 6, ce qui est cool, c'est que tu vas jouer encore plus de suite. Donc, globalement, ta main est un très bon check raise. Je pense qu'en GTO, déjà, elle peut l'être dans un pot joué de manière normale, entre guillemets, avec un min raise bouton et un call de ta part. Mais du coup, dans une situation où tu joues contre un adversaire récréatif, je pense que tu peux lui mettre beaucoup de pression sur ses 8 et de ses 3 dès maintenant. Et en plus, tu as beaucoup de turns qui vont t'aider à continuer ton agressivité sans avoir potentiellement à te mettre à tapis. Et encore une fois, c'est toi qui décideras des sizing puisque c'est toi qui reprendras l'agressivité. Et du coup, c'est toi qui décideras en fonction de la turn si on part pour un tapis potentiellement en bluff, si à l'inverse, si on touche une dame, est-ce qu'on fera pas petit pour essayer de garder ses valets, ses 8 et ses 3. Voilà. Donc, l'avantage que tu as, c'est que ce sera toi l'agresseur et du coup, ce sera toi qui choisiras les sizing dans ce spot. Donc ouais, je suis complètement OK avec ton sizing. En plus, le 2.5, aucun intérêt à faire plus cher. Les adversaires vont être inélastiques au sizing, c'est-à-dire que tu fasses 2.5, 2 ou 3. Tu vas te faire payer par les mêmes mains. Donc dans ce scénario, on veut juste prendre le sizing neutre entre guillemets, qui est 2.5, pour faire fold quelques overs qui peuvent te battre à ce moment-là. Vos adversaires peuvent complètement limp ici. Roi-Dame, Roi-10, des mains que tu es ravi de faire fold, parce qu'en fait elles ont énormément d'équité, mais ça il s'en rend pas compte. Donc ça, tu seras ravi de les faire fold. Et en plus de ça, tu vas lui faire fold quelques paires en faisant 2.5. Donc ouais, ici j'adore le check raise. Je crois que tu vas call. Ok, pardon, tu vas fold. Je pense que c'est la pire option, sincèrement. Ici, je pense que tu aurais complètement pu call, mais en fait, le call me m'allait si ça partait derrière dans une stratégie où tu allais prendre le bluff à un moment dans le coup. Si par exemple, à la turn, tu vois, il check et river, c'est à toi de reprendre le lead et de le bluff. Parce qu'encore une fois, tes adversaires vont miser qu'en value. Donc en fait, s'ils remisent à la turn, c'est qu'il y a très peu de chances qu'il ait un bluff.
Et du coup, payer 1 dans un pot qui fait 2,5, en réalité, t'as effectivement pas la cote si on parle juste du fait que le coup s'arrête là et que tu vas te faire 3 barrels. Maintenant, t'as pas des adversaires qui vont te mettre 3 barrels en bluff régulièrement. Donc, contre des profils plutôt passifs, ça me dérange pas de payer pour avoir, avec une stratégie, de bluff les rivers. Ok. Mais je pense que l'option agressive est vraiment la meilleure option parce que c'est toi qui décideras encore une fois, en fonction de tes sizing, de si tu es en value ou en bluff et ton adversaire s'en rendra pas forcément compte. Donc, c'est très très efficace ici de check raise à haute fréquence. Ok. Et petite question, dans le cas où on prend la line de check raise 2.5 et que à la turn vient une carte qui nous arrange, tu continues à agresser et pour quel sizing si tu Alors, réactives pas ton équité à la turn? alors, tu veux dire par exemple si un 5 de cœur, donc une carte qui nous aide pas du tout. Bah alors j'imagine que si c'est une carte qui nous intéresse pas du tout, on va plutôt give up. Bah alors, quelle carte tu penses? Bah, t'en as cité quelques-unes, par exemple un 10, un 9, potentiellement un As ou un Roi, donc des cartes qui nous arrangent potentiellement, mais pour autant pour lesquelles on réalise pas notre équité. Ok, bah les 10, les 9, les rois, c'est facile parce qu'en réalité, Ouais, ton équité elle augmente vu que tu joues des ouais, quintes à partir de là. Alors, pas le roi est plutôt une carte qui va t'aider à bluffer même des valets. Donc, le roi, c'est ouais. plus une carte qui est bonne parce qu'en réalité, il a quand même peu de rois quand il colle ici. Puisqu'encore une fois, je m'attends quand même à faire fold assez régulièrement roi 10, roi dame, même roi 9, je pense, peut fold. Et je te parle même pas de roi 7, roi 6, roi 5, roi 4 qui pour moi, instant fold. Mais Mhm. donc, les rois est une bonne carte. L'As en est également une. En fait, les mauvaises cartes, c'est plutôt toutes les doublettes. Ah oui, C'est plutôt effectivement le 2, le 4, le 5 qui en fait sont des under au 8, du coup qui vont pas t'aider, mais sur lesquels du coup bah, je vais abandonner dès maintenant. Sauf ok, le scénario, c'est des cartes à carreau. oui, Et donc en réalité, si tu regardes toutes les cartes à carreau, toutes les over au 8, bah en fait, ça te fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes à barrel. Et ouais, encore une fois, ce que je te disais, bah, c'est en fonction de plus la carte va m'aider à bluffer, plus je vais faire un sizing cher. Genre un roi, je vais faire très cher, voire tapis d'ailleurs. ok, Alors que sur une dame, bah, je vais plutôt être en value. Donc je vais faire des sizing petits pour continuer à garder toutes ses mains. Donc ce que je veux dire, c'est que tu vas être globalement très face-up. Donc tu vas un peu annoncer ce que tu as, mais ton adversaire sera pas capable d'évaluer la force de ta main. Et lui, ce qui l'intéresse réellement, c'est la force de sa main. oui, oui, Lui, s'il considère que sa main s'est dégradée, il y a de grandes chances qu'il fold. Donc, à toi de mettre la pression sur les cartes qui dégradent sa main selon lui, quoi. ok, ok, Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des stratégies très agressives. Et ta main est encore plus très bonne, c'est que bah, encore une fois, tu peux battre son valet en faisant une over au valet à la turn avec une dame, quoi. Donc, ta main a de très très bonnes, de très bonnes caractéristiques à check raise ici, quoi. ok. Donc un roi ou un as, t'es capable d'overbet turn, alors sur une dame, tu vas plutôt faire mi-pot ou quelque chose comme ça, Enfin, hein. même plus petit que ça, je pense. Même, ok, même un tiers. Ok, Ouais, ouais, ouais. ok, ok. Nouvelle main, cette fois-ci du coup tu es à 9 et 2, on est sur un x5, donc encore une fois des parties où il est assez important d'être agressif parce que tes adversaires vont encore une fois être un peu plus passifs. Dès que c'est autre chose qu'un x2 globalement, hein, il va falloir être assez agressif. Tu décides de limp 9 et 2, pas de souci, c'est plutôt un joueur du coup qu'on suppose récréatif pour jouer autant de mains. Board roi 5-3, ici je pense que on a un c-bet automatique que tu prends, pas de problème. Ici on va c-bet range. C'est-à-dire beaucoup beaucoup de mains, hein. Pas de souci, on va voir ce que fait ton adversaire. Ton adversaire décide de call, tombe la dame. Est-ce que tu as un plan ici en tête, à froid, toujours, encore une fois? Bah, mon plan ici, quand je suis en bluff et qu'il tombe turn une over à la deuxième carte au board, c'est de bet 1.5 en bluff. Ok, Parce que j'estime qu'elle va mettre pas mal de pression sur ses 5 et ses 3. Et je le vois avec assez peu de rois dans ce spot. ok. Bah, du coup, je pense qu'on n'est pas d'accord sur le sizing à la turn. Ok. Alors, j'aime beaucoup l'idée de barrel et tu as donné les bonnes raisons. Là-dessus, on est complètement d'accord. Le fait que ce soit une carte qui soit au-dessus de la deuxième paire du flop est une très bonne carte. Donc ici, la dame est loin de là en plus, donc c'est une très très bonne carte. On sait que ça connecte pas avec ses 5 et ses 3, donc ça c'est génial. Enfin, il y a peu de chances ici il peut avoir dame 5, mais en tout cas, 6 et 4 connectent pas, 7 et 5 connectent pas, toutes ces choses-là ne connectent pas. Donc, effectivement, c'est une carte où on va mettre beaucoup de pression sur sa range. À savoir en plus que toi, tu n'as pas de 6, donc tu bloques pas ces straight draw. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, t'as un 2, mais bon, je m'attends à avoir plus des 4 et des 6 dans sa range que des 2. Donc ici, effectivement, carte assez géniale pour toi parce que c'est une carte qui fait peur à son range. Par contre, ce qui fait moins peur, c'est ton 1.5. Ici, le problème de faire 1.5, c'est qu'en réalité, tu lui laisses beaucoup de cotes avec beaucoup de mains et que du coup, tu lui fais faire très peu d'erreurs et que tu vas surtout te faire call assez souvent. Le but vraiment, c'est de le mettre sous pression dès maintenant et d'essayer de faire fold dès maintenant tous ces 3, tous ces 5. Donc, quel est le seul moyen de faire fold tous ces 3, tous ces 5 maintenant? C'est de mettre beaucoup de pression et de faire au moins 3 quarts.
Donc, quand vient un board où on a auto c bet, et en plus il y a des petites cartes, sur une carte aussi haute que la dame à la turn, il faut absolument mettre beaucoup de pression et faire très cher. Donc, ton 1.5, le problème c'est que tu vas garder tous ces 5 et tous ces 3 potentiellement à la turn, et que du coup, ici, il faut que ton plan river, dans ce cas-là, ce soit de faire tapis, pour vraiment avoir un énorme overbet river, pour lui faire très peur. Et là, la problématique maintenant en river, après tout ce qu'on vient de dire, c'est que tu as gardé dans sa range tous les 5 et quelques 3, enfin voire beaucoup de 3 en tout cas. Et donc c'est une carte assez catastrophique pour toi, parce que dans le scénario qu'on a décrit, river, il y a trop de 5. Ouais. Et maintenant, il peut se passer autre chose. Je sais pas, je vais peut-être te laisser dire quelque chose là-dessus, mais il y a un autre scénario ici qui peut être cool à envisager. Bah, là, vu comme je l'ai joué, je me dis que ouais, il y a tellement de 5 que je suis plutôt parti pour give up ma main ici en fait. Ok. Est-ce que tu te dis pas que on peut encore bluffer, mais qu'il va falloir justement comprendre sa range et attaquer certaines mains seulement? Si je te dis ça, ça te parle ou pas? Oui, j'imagine qu'il va falloir différencier les 3 et les dames d'un 5 potentiellement. Donc ça serait de bet fold, j'imagine, dans ton esprit. Alors, dans mon esprit, c'est forcément un bet fold ici, parce que Ouais. sur ces limites-là, ton adversaire ne bluffera pas. Donc là-dessus, il n'y aura pas autre chose qu'un bet fold. En fait, soit il a une main très très strong, donc un 5, soit il a une main plutôt faible. Et quand il a soit main faible, soit main très strong, en termes de sizing... Ouais, non, là, le sizing, j'avoue, je suis un peu perdu. Ok, non, en gros, ce que je veux essayer de te faire dire, c'est que si on décortique l'intégralité de son range, il faut qu'on regarde du coup. Bon, un roi X, tu feras jamais fold, quel que soit ton sizing. Non. Un 5, pareil. Un 3, on peut en faire fold. Oui. Une dame, il y en a très peu, mais tu les feras pas fold. Par contre, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste des flush draws. Il peut avoir payé un flush draw à trèfle, même si t'en as un, il en reste beaucoup des trèfles. Hein. Ici, encore une fois, il peut avoir valet 2 de trèfle, tu vois, c'est possible. Donc il y a des flush draws qui te battent. Après, l'avantage que tu as, c'est que tu es quand même au turn 9. Donc tu bats des mains. Donc 6 et 4, 7 et 6, globalement tous les straight draws, tu les bats. Donc ça, c'est quand même une partie où on est très content. Quand on check et que ça check back, on sait que nos adversaires ne vous bluffent pas, donc on est ravis parce que cette partie-là, on les bat. Maintenant, la seule question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que les flush draws qui lui restent, qui nous battent, sont en majorité ou pas? La réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de flush draws qui te battent. Donc, si on veut bluff ici, les flush draws, on fait un tout petit sizing, donc 1.5, voire même 1.2 si tu veux size à la main, pour être sûr de faire fold ces flush draws valet high et 10 high. Okay. Donc ça, pour le coup, c'est le seul sizing qui existerait dans ce pot, c'est d'essayer de faire fold les flush draws, parce que c'est les seules mains qui globalement te battent et qui n'ont pas fait de paire. Je pense que les 3, malheureusement, on pourra pas les target, parce que le seul moyen de target un 5, c'est de faire au moins mi-pot. Donc les 3 te battront dans tous les cas et je pense qu'on pourra pas les bluffer. Par contre, on peut effectivement essayer d'attaquer les flush draws, mais ça représente pas tant de mains, donc le check me va plutôt bien chez toi ici. Tu vois, là, pour moi, tu as fait le sizing qui attaque des 3, effectivement, mais pour moi, il y a trop de mains de value en face pour que ce soit assez intéressant de faire ce sizing-là. Ouais. Et du coup, ton adversaire, bon, te fait tapis. Je pense qu'ici, on a un peu compris sa main. Je pense qu'il y a beaucoup de 5 en réalité. Et du coup, en fait, il faut toujours que tu te dises, ok, comment j'ai construit la range et pourquoi il lui reste ça ici. Toi, tu as fait petit en termes de sizing flop turn. Donc, tu as laissé un éventail de range très large à la turn en réalité. Donc, tu as laissé beaucoup de mains, tu as laissé effectivement toutes les paires, mais il y a aussi beaucoup de flush draws, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, effectivement, si ton adversaire était suffisamment compétent, il y aurait peut-être des bluffs, ces choses-là maintenant. Je pense que tu as laissé beaucoup trop de 5 à la turn. Et du coup, avec un sizing très cher, tu te serais simplifié la situation encore une fois. Et tu n'aurais pas eu besoin de bluff river. Là où, encore une fois, je pense que tu as mal évalué la range et tu n'as pas évalué assez de 5 pour faire un sizing aussi cher en bluff. Donc, ouais, c'est clair. Si tu veux bluff river, c'est possible. Mais si on target vraiment les flush draws et les hauteurs qui te battent, on fait un petit sizing. Et encore une fois, le check me va complètement parce que je considère qu'il va jamais bluff assez. Donc pas bluff assez les 6 et 4, les 7 et 6. Toutes ces mains-là qui en réalité tu les bats, je suis assez sûr qu'il peut les check back et que du coup tu gagnes à la hauteur ici contre ces mains-là. Donc vraiment considère l'intégralité du range et comprends qu'ici, toi tu as gardé un range large à la turn et que du coup il y a tous les straight draws et des flush draws inférieurs que tu bats. Et du coup on est très content de checker la river en réalité. Et du coup, dernière main, cette fois-ci tu as un Dame 3 off, on est sur un x2, toujours en banzai, des adversaires limp, donc encore une fois on est plutôt content. Les parties à 5 € sont plutôt simples, les adversaires sont tous quasiment récréatifs, comme on voit pour l'instant sur les gameplays, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi et pour ton challenge. Tes deux adversaires ont limpé, enfin limp est complété, et toi tu as checké jusque là, pas de souci. Par contre, ce qui me dérange un peu plus c'est ici. À ton avis, pourquoi ça me dérange que tu potes ici? Jusque là je fais grossir un pot avec une main qui est certes une top pair mais qui est assez faible sur ce type de board. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vois une autre option que j'aurais préféré? De la jouer plutôt en maîtrisant la taille du pot, donc plutôt en check call.
Ok, bah, t'as exactement dit ce que je voulais entendre, c'est super. Ça me rassure qu'Afroy, t'aies une autre vision. Effectivement, ici, ta main est pas assez forte pour pot. Je pense que par contre, effectivement, tu as le bon sizing. Ici, si tu avais des mains très fortes, c'était pot le sizing. Donc, au moins, le sizing est bon. On a qu'un sizing de probe ici. Ici, si tu as dame valet, dame 9, tu peux probe pot parce que tu considères que ton adversaire au bouton va pas assez miser de lui-même en value et en bluff et du coup que tu n'auras pas l'occasion de check raise. Donc, dans cette opportunité-là, effectivement, on misera très cher pour se faire payer par un grand panel de mains qui potentiellement n'ont pas beaucoup d'équité. Potentiellement, tu vois, si un de tes deux adversaires ici ont des dames, bah, ils seront potentiellement incapables de fold sur un pot. Donc, tu es ravi de le faire en value. Par contre, effectivement, en bluff, eh ben, tu vas jamais faire d'erreur à tes adversaires et ta main est trop faible. Ici, si un de tes deux adversaires a dame 10, il peut simplement payer et te laisser complètement faire n'importe quoi, turn et river. Ici, si tu te fais jam, tu es dans une situation très compliquée où tu ne peux pas payer parce que ta main sera pas assez forte pour pouvoir payer un all-in. Donc, en fait, il n'y a aucun scénario qui t'arrange ici, mis à part le fold-fold de tes adversaires. Donc, quand c'est la seule option qui peut t'arranger, c'est rarement une bonne solution de faire aussi cher. Donc ici, ouais, j'aurais préféré que tu joues plus passivement dame 3, qui n'est pas une main assez forte en 3-way pour faire ça. Ici, voilà, pire scénario pour toi, malheureusement. Ton adversaire te fait tapis et tu te retrouves dans une situation où bah, t'as top pair, certes, mais tu peux pas être content de payer ici parce qu'il peut complètement avoir dame valet, dame 9, dame 10, n'importe quelle dame qui te batte. Même des fois, de 9, de valet, ce qui est pas impossible contre des joueurs amateurs qui limp au bouton, même si c'est une toute petite fréquence, une toute petite partie du temps. Mais en fait, ici, du coup, ta main est devenue vraiment pas assez forte pour te payer à tapis et tu as payé 3 blindes, alors que potentiellement sur un check, ton adversaire aurait misé 1 et tu aurais pu voir une turn. Ici, tu vas pas pouvoir voir de turn et en plus, si tu as pris 3 blindes dans un pot où en réalité, tu devais pas en perdre. Ouais. Donc, situation assez catastrophique ici. On perd beaucoup trop d'argent à avoir payé pré-flop. Enfin, pardon, en avoir donc au flop. Et du coup, ici, on préfère le jouer passivement avec des mains moyennes comme tu as. Et à l'inverse, des mains très fortes auraient joué comme tu viens de le faire, pour justement essayer de créer des situations où ton adversaire va faire tapis avec des mains moins fortes que la tienne. Mais du coup, pour avoir des mains moins fortes, il faut que toi, tu aies des mains très très fortes ici. Et voilà. Donc ouais, non, ici, je pense que tu devais vraiment ne pas faire ce play. Et je pense que ton call est assez catastrophique en réalité. Là, tu tombes sur presque la main sur laquelle tu as le plus d'équité et en réalité tu vois t'es même pas favori parce qu'ici il joue les as, les rois, les 10 et tous les carreaux, donc en fait c'est lui qui est favori sur ce coup là alors que tu as top pair. Donc vraiment ne faites pas ça chez vous. Ne refais pas ça toi, chez toi. Et ouais, juste joue-la plus passivement. Tu vois, ici, tu aurais juste payé son c-bet, vu la turn qui était géniale pour toi. Et là, par contre, tu aurais pu relide sur cette turn-là. Et d'ailleurs, là, il avait beaucoup moins d'équité, vu qu'il restait plus qu'une river. Ses as et ses rois étaient morts. Et il jouait plus que les 10 et les carreaux. Et en réalité, ça fait beaucoup moins d'out. Et une situation beaucoup plus favorable pour toi d'avoir deux paires dans cette situation. Bon, il s'avère que ça se passe bien pour toi, malgré tout. Mais voilà, juste en la jouant plus passivement, tu aurais vu la turn. Et une fois que tu aurais vu la turn, effectivement, là où ta main s'est énormément améliorée. Et d'ailleurs, elle se serait améliorée contre beaucoup de mains aussi. Tu vois, ici, s'il avait juste simplement un 10, tu passes devant toutes les dames, tu passes devant toutes les deux paires en général. Donc ici, enfin pardon, pas toutes les deux paires, enfin juste valet 9 en réalité. Mais voilà, prends plutôt le lead quand tu as des mains très très fortes et à l'inverse, sois plutôt passif avec tes mains moyennes pour essayer de les améliorer et à ce moment-là, tu reprendras le lead une fois qu'elles seront améliorées. Ok. Et donc voilà tes super résultats de la première semaine, enfin de la première période, pardon. Ouais. Donc on voit ici que tu as donc joué tes 1000 games comme tu nous l'as dit en début d'épisode. Bon, alors effectivement, tu as joué avec un average buy-in de 5,18 € puisque comme tu me l'as expliqué, il y avait une petite promotion en mai sur Unibet et du coup, tu ne pouvais pas t'empêcher d'aller jouer quelques 10 € quand ils étaient beaux. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas à 5 € d'average buy-in effectivement. Et comme on voit, du coup, ça s'est très bien passé sur cette première période. On voit que tu as fait 37% d'ITM. Je vous le reconvertirai en CEV pour que ça parle à tout le monde. Mais voilà, globalement, c'est un très bon pourcentage d'ITM et c'est très gagnant. De toute façon, comme vous le voyez sur la courbe, c'est une courbe qui va complètement, qui va en tout droit vers le haut, quoi. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. On voit d'ailleurs que tu as gagné 183 € avec le rec-back. On vous montrera aussi son screen de sa roll sur le site. Effectivement, tu n'as pas gagné en monétaire ces 180 €, mais on est plus autour des 60-70 € de gain. Mais bon, effectivement, on prend tout en compte dans ce challenge. Donc le rec-back compte et le rec-back comptera jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est plutôt une très bonne nouvelle et c'est très encourageant pour la suite. Yes. Donc je sais pas si tu veux dire un petit mot. Non, mais écoute, plutôt satisfait de ces résultats. Les 200 dernières games étaient peut-être un peu moins faciles et je pense qu'en réalité, il y a moyen d'aller chercher les 38%, qui équivaut, je crois, à 42 CEV, de tête, 38%. Et donc là, 37, on doit être sur du 36 CEV par game, je pense. En tout cas, ouais, d'être entre 37 et 38, c'est top, je suis assez content. Ok.
Bah écoute, trop bel objectif d'aller chercher les 38. C'est ce qu'on te souhaite et c'est ce qu'on espère que tu arriveras à faire. Objectif 38% en 10 euros. Comme ça, on ira chercher rapidement les 1500 euros de gains par mois. Et puis, on te souhaite que le meilleur. Hein. Ouais, bah top. 10 euros avec 38, ça serait. Je signe tout de suite, ouais. Super. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toi, PB, du coup, pour ce premier retour et ce début de challenge. J'espère que ça vous aura plu. PB va donner le maximum pour arriver à son objectif. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. PB ou moi-même prendrons le temps d'y répondre parce qu'effectivement, c'est un challenge communautaire et donc on veut absolument que tout le monde puisse participer. Donc, si vous avez des questions sur des mains, des questions à poser à Pierre-Baptiste sur son déroulé de challenge ou autre, ou ses objectifs ou ce qu'il souhaite faire derrière, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous avez envie de faire ce challenge, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de Spin Elite pour nous poser des questions et aussi postuler éventuellement parce que c'est un challenge qui pourra être fait ultérieurement. Et likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour suivre les prochains épisodes de Pierre-Baptiste qui arriveront rapidement. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut à tous. À bientôt, salut.